Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 26 juin et j'ouvre un nouveau vlog. J'ai pas eu de vlog la semaine dernière, j'ai eu un emploi du temps archi chargé. Il s'annonce également très chargé cette semaine, mais écoutez, je vais essayer de m'organiser autrement. Je vais vous parler tout de suite des lectures que j'ai terminées depuis le dernier vlog. Alors en premier, on a La nuit n'est jamais complète de Nico Takian. C'est un livre qui vient de sortir, qui a été réimprimé aux éditions Kalman Levy. Dans ce roman-là, on va suivre Ariel et Jimmy, son père. Ils sont en route pour une destination qui est plus ou moins inconnue pour nous. Ils traversent une espèce d'immense désert, sécheresse, conditions climatiques assez extrêmes. Et au bout d'un moment, Ariel et Jimmy vont arriver sur un espèce de barrage. Et en fait, la police leur dit que pour le moment, ils ne peuvent plus avancer et qu'ils doivent rester ici. Au niveau du carburant qu'il leur reste, en fait, ils ne peuvent pas faire demi-tour, ils ne peuvent pas retourner d'où ils viennent, ils sont obligés d'aller à leur destination finale, j'ai envie de dire. Et voilà, ils vont s'endormir la nuit dans leur voiture et le lendemain, ils vont se réveiller et il n'y aura plus de police, il n'y aura plus rien, ils seront au milieu de nulle part, un petit peu laissés à l'abandon dans une sorte de piège. Et au loin, on voit ces espèces de grandes tours, c'est cette ancienne mine qui a complètement été laissée à l'abandon. Et ils vont un petit peu essayer de trouver du secours comme ça. Et quand ils vont parvenir à cette mine désaffectée, donc c'est tout un espèce de village, j'ai l'impression, une ancienne ville où vivaient les anciens miniers. Et dans cette mine, il va se passer des choses étranges, des choses assez glauques, assez noires, etc. Sachant que, depuis le début, j'ai oublié de vous dire, ils sont accompagnés par 3 personnes, puisqu'ils ne sont pas les seuls à s'être fait arrêter à ce barrage de police. Et voilà, il va leur arriver tout un tas de choses assez gore, assez difficiles. Je crois que c'est tout ce que je vais vous dire pour le résumé. Je me lance dans cette lecture et quand je le commence, je sens arriver une fin, mais tout de suite. Je l'attaque en me disant... Oh là là, ça va être... je voyais arriver un truc, mais à des kilomètres à la ronde. Et plus j'avançais, et plus ça me semblait caché, mais en même temps évident. Alors je continue ma lecture. Je continue en me disant, j'espère me tromper, j'espère que la fin, ça sera pas ça. Sinon, ça sera une énorme déception et ça le fera pas du tout avec moi. Et voilà, j'avance dans ce thriller. Je trouve qu'il est... Je trouve que l'écriture est très bonne. Avec Nico Takian, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que c'est des thrillers qui sont assez atypiques. Ils sont pas comme les autres. Ce que j'aime beaucoup dans la plume de Nico Takian, c'est qu'il y a une espèce de côté mystique. Et je le retrouve ici dans La nuit n'est jamais complète. Et ça, j'aime beaucoup. Souvent, nos personnages font des rêves. Et en fait, au début du rêve, on n'a pas conscience qu'ils sont en train de rêver. Et c'est... Il y a toute une seconde, une autre dimension dans les romans de Nico Takian à chaque fois et j'aime beaucoup. Bref, il y a des scènes assez particulières. Je pense à une scène avec des papillons noirs qui est très dérangeante, très malaisante, que j'aime beaucoup. Voilà ce que je me dis en fait au moment où je lis ce livre, mais je l'avance en me disant je vois arriver la fin, ça va pas le faire du tout. Et quand j'arrive à la fin, mais alors j'y étais tellement pas. J'étais tellement loin, c'était pas du tout ça. Et du coup, la fin, je la trouve très bonne. J'ai adoré la fin, j'ai adoré... Il y a une petite phrase à la fin qui fait 2 lignes. Enfin, vers la fin, c'est pas la dernière phrase du roman, mais où là, je me dis, ok, c'est super bien pensé. C'est super bien amené et ok, je valide à 100% cette histoire, je valide à 100% cette espèce de périple que doivent faire ensemble Jimmy et Ariel. Et je trouve, voilà, j'ai passé un excellent moment avec ce thriller qui mériterait presque une relecture parce que
j'étais tellement concentrée à droite, focus sur le truc que j'étais sûre de moi, que j'ai rien vu de ce qui se passait à gauche. Et du coup, je pense que ouais, c'est un thriller qui peut mériter une seconde relecture. Je l'ai lu très rapidement, il fait 270 pages. Les chapitres sont extrêmement courts, donc ça s'enchaîne extrêmement vite. Et j'ai passé un excellent moment avec La nuit n'est jamais complète de Nico Takian chez Calman Levy. Ensuite, j'ai eu besoin d'un peu plus de légèreté et je vous avais laissé sur Instagram choisir ma future lecture parce que je n'arrivais pas trop à me décider. Et c'est Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky qui est donc paru aux éditions Charleston au format poche. Il me semble qu'en grand format, ça paraît chez Larousse, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça c'est le premier tome d'une héroïne en fait que Camille Olinsky nous présente ici. Alors le pitch de ce roman là, c'est l'histoire de Camille, une jeune femme qui vient de se faire complètement larguer comme une merde, on va dire les choses telles qu'elles sont. Elle était en couple depuis un petit bout de temps avec un homme qui a su puiser tout ce qu'il pouvait puiser de Camille, inspiration, etc. pour son travail, et qui finalement, contre toute attente, une fois qu'il n'avait plus réellement besoin d'elle, décide de la quitter. Et Camille, qui est toujours gentille, qui dit toujours amène à tout, elle décide pour une fois de se venger, et elle va créer un espèce de compte Instagram, il me semble que c'est Instagram, pour piéger son ex-conjoint. Mais voilà, Camille c'est quelqu'un qui est pas très douée avec les réseaux sociaux. Dans un premier temps, elle a commencé à espionner son ex sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il lui envoie un message en lui disant « Écoute, je vois que tu vois mes stories, arrête de te faire du mal. Hein. Moi, ça ne me dérange pas que tu regardes, mais je pense que tu te fais du mal. » Voilà un petit peu le ton du roman. Et du coup, voilà, elle va se créer ce personnage imaginaire qu'elle va appeler Eve pour un petit peu l'espionner, lui laisser des commentaires pour semer le doute, etc. C'est une comédie romantique. J'ai passé un bon moment, mais je pense que je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à beaucoup plus parce que j'ai vu énormément de critiques dithyrambiques à propos de ce roman-là. Je serais partie à l'aveugle, j'en aurais pas attendu autant, et peut-être que je me serais plus laissé porter par l'histoire, alors que là j'attendais les éclats de rire, j'attendais tout ça, et qu'ils ont, pour ma part en tout cas, tardé à venir. Je trouve que la première partie, c'est quand même pas mal de clichés. C'est pas des mauvais clichés, mais parfois c'est un peu gros. Et je m'attendais pas à ça en fait. Dans ce style, comédie, livre de plage, sans le côté péjoratif du terme, eh ben, je trouve que c'est un très bon roman pour l'été. Tu passeras un bon moment si tu lis ça sur la plage, sans prise de tête, etc. Voilà, on a une héroïne maladroite, une héroïne à laquelle évidemment tu t'attaches tout de suite parce que Camille, elle rame, elle fait des bêtises, elle fait n'importe quoi, et toi tu la vois s'embourber dans sa galère. Elle est pétillante, elle est fraîche, mais un peu trop cliché à mon goût au début. Sur le dernier quart du roman, on va dire que j'ai été plus prise dans l'histoire et que là j'ai eu des vrais rires, où là j'ai vraiment rigolé. Et du coup j'en ressors avec une lecture que je trouve vraiment sympa. C'est le premier tome, hein, je vous dis, d'une longue série, je sais plus comment il s'appelle ceux d'après. Biberon Vodka Déambulateur, ça doit être le 2. Et il me semble qu'un autre encore est sorti, mais uniquement aux éditions Larousse, il me semble. J'arrive pas à me souvenir de la maison d'édition. Voilà, pour moi, ça sera une lecture sympathique, sans plus. Et je regrette beaucoup parce que j'avais rencontré Céline Olinsky l'année dernière à la Garden Party Charleston, et que j'avais adoré l'autrice, j'avais adoré cette femme hyper pétillante, hyper pleine d'humour. Voilà, le titre est par contre très bien trouvé une fois qu'on a lu le roman. Il y a des choses que tu vois arriver à des kilomètres à la ronde, mais ça c'est pas grave, c'est pas ce que je lui reproche. Voilà, en gros, une lecture plutôt sympa. Ensuite, j'ai lu Le Jardin de l'oubli de Clarisse Sabar. C'est un des derniers romans de l'autrice qu'il me reste à découvrir, donc ça c'est paru au format poche aux éditions Charleston. Dans ce roman-là, on va rencontrer Faustine. Faustine, c'est une jeune journaliste plutôt déprimée. On va dire que sa dernière relation amoureuse s'est extrêmement mal terminée, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même assez hardcore la fin
de cette histoire d'amour, enfin bref, et cette journaliste a une nouvelle mission, elle doit écrire un nouvel article et pour ça elle décide de partir dans l'arrière-pays niçois et d'écrire un article sur la Belle Époque. Elle a de la famille là-haut et elle va notamment aller chez sa grande-tante qui va décider de lui conter l'histoire de Agathe. Agathe, c'est un membre de la famille de Faustine et il semblerait qu'il y ait pas mal de choses qu'on sache pas tout à fait sur cette époque. On retourne donc en 1910 avec cette Agathe, cette jeune femme qui est repasseuse et qui un jour va rencontrer la Belle Otero. La Belle Otero, c'est une grande danseuse très riche, très célèbre et cette rencontre, elle va pour toujours changer le destin d'Agathe parce qu'en fait, la Belle Otero va lui dire... incarne celle que tu as envie d'être. Ne sois pas une repasseuse si tu n'as pas envie d'incarner, d'être une repasseuse. Incarne celle que tu as envie d'être. Donne-toi l'apparence de quelqu'un que tu as envie d'être et comme ça tu réussiras. Et à cette époque-là, Agathe, elle fréquentait un garçon quand elle était toute jeune, mais voilà, ils ne sont pas du tout issus du même type de famille, donc du coup ce garçon-là, à l'époque, leur a plutôt ri au nez à elle et à sa bande de copains. Sauf que quelques années plus tard, elle va retomber sur cet homme et que peut-être là, il ne l'enverra pas tout à fait aux oubliettes. Comme d'habitude avec Clarisse Sabart, on est sur un roman avec une alternance passé-présent. Comme d'habitude, je trouve qu'elle maîtrise extrêmement bien le style. Comme d'habitude, l'histoire du passé m'interpelle certainement un petit peu plus que l'histoire du présent. Comme d'habitude, on a une histoire d'amour et dans le passé et dans le présent. Et en même temps, j'aimerais pas qu'il en soit autrement. Il est assez long celui-ci, hein. Il fait 520 pages, mais je l'ai lu très très vite. Et ouais, j'ai passé... comme toujours en fait avec Clarisse Sabart. En fait, quand j'attaque un Clarisse Sabart, je sais ce que je vais lire. Je sais que je vais lire un roman alternance passé-présent. Je sais qu'il y a des secrets que je vois arriver très rapidement et des secrets dont je n'ai pas idée, où il faudra que j'attende la fin, etc. pour terminer, pour tout connaître. Les histoires d'amour, alors celle du présent est prévisible, celle du passé est un petit peu plus complexe et tout ce qui en découle est un petit peu plus complexe. Et il y a un beau travail, je trouve, en tout cas, dans cette histoire du passé, dans ces destins qui se croisent, qui se décroisent, etc. Et le final me plaît beaucoup. Donc, comme toujours, un très chouette roman avec un très chouette moment, pardon, avec Le Jardin de l'Oubli de Clarisse Sabart. Après, j'ai attaqué, et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous le dis, ça ne l'a pas fait du tout. J'ai attaqué Mort au couvent, les mystères de Sœur Johanna de Oscar de Muriel. C'est donc un cosy mystery qui est paru il y a quelques mois maintenant aux presses de la Cité. Je ne crois pas qu'il est mal écrit. Je ne crois pas que l'histoire est mauvaise. J'ai lu une centaine de pages et je n'arrive pas à entrer dans l'histoire. Et pourtant je vous dis, je crois pas que c'est mauvais, je crois pas que c'est mal écrit, je crois juste en fait que cette histoire elle est pas faite pour moi et à contre-cœur, eh ben, j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que hier soir en allant me coucher en me disant tiens je vais aller bouquiner, quand j'ai pris le livre dans les mains et je me suis dit non en fait j'ai pas envie de le continuer et bah pour une fois je vais abandonner ma lecture et pourtant je suis sûre qu'il plaira à beaucoup, mais pour ma part, ça l'a pas fait du tout. Hier soir, j'ai préféré regarder une série Netflix plutôt que continuer ma lecture. C'est dommage parce que je pense que soit c'est pas le bon moment, soit ce roman n'est pas fait pour moi. Je vais vous relire la quatrième. Mexico, Nouvelle-Espagne, XVIIe siècle. Quelqu'un ou quelque chose a pris possession du couvent de San Geronimo. Religieuses et servantes sont retrouvées sacrifiées sur l'autel selon des rituels précolombiens sanguinaires et la suspicion règne. Nul n'y échappe car dans cette enceinte retirée du monde, entre fornication, autoflagellation et cauchemar blasphématoire, le péché est partout. Alina, jeune novice insolente et rebelle, vient de prendre le voile. Aux côtés de Mathéa, sa fidèle domestique indigène, la voilà qui s'allie à Sœur Johanna, excentrique femme de lettres pour trouver le coupable. Entre prières, lecture, leçons de cuisine et chocolat chaud, le trio mène l'enquête, mais dehors, l'Inquisition est déjà en chemin et compte bien couper le mal à la racine. Ouais, je sais pas. Je sais pas si, évidemment, avec un titre comme Mort au couvent, je savais que ça allait parler de religion, mais... Enfin, j'arriverai pas à vous dire. Ça l'a pas fait pour moi. Dommage. Mais
n'hésitez pas à vous faire comme d'habitude votre propre avis. Voilà, du coup, sinon au niveau lecture en cours, j'ai également La Villa aux étoffes, le tome 5, Tempête sur la Villa aux étoffes. Il ne me reste plus qu'une partie à lire sur le découpage, je crois que j'avais un découpage en 6 parties pour ce mois. À partir de la semaine prochaine, on attaquera en lecture commune. Pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour être ajouté au groupe de lecture commune. Le dernier tome de La Villa, Les adieux à la Villa aux étoffes. Et au niveau de l'audio, j'ai réattaqué parce que c'est un livre que je me suis acheté il y a à peu près 1 an sur Audible et que j'ai finalement jamais écouté puisque j'arrivais pas à me concentrer suffisamment au moment où je l'avais acheté et qu'il m'avait fallu quelque chose d'un petit peu plus simple. J'ai attaqué Ce que murmure le vent d'Amy Harmon et bon là j'en ai lu presque, enfin écouté un tiers je dirais et j'aime beaucoup pour le moment. Donc voilà au niveau de l'audio. Et au niveau de ce que je devrais attaquer, je vais attaquer Gala et moi de Mylène Desclos aux éditions JC Lattès. Voilà, j'attaquerai ça ce soir, pas beaucoup ce soir parce que j'ai quelque chose à faire pour l'école de mes enfants. Donc voilà, je pense pas que je dirai beaucoup ce soir, mais je vous en reparlerai dès que je l'aurai attaqué. Sinon, j'ai fait 2 petites réceptions que je vais ouvrir avec vous, des éditions Le Duc. Alors, il s'agit des 4 Sagesses Inca. Je trouve la couverture incroyable. Elle est toute en relief un petit peu. Elle est trop belle. Découvrez la prophétie du peuple des étoiles et ses enseignements. Ça c'est un livre que je n'ai pas lu encore. C'est un livre qui a été à lire dans le cadre des Gardiennes Le Duc-Ezo. Je ne l'ai pas lu parce que au moment où je l'ai commencé, c'était pas le moment de commencer ce type de roman. Je pense que je serais passée à côté, donc je me suis dit je préfère ne pas le lire et le recevoir et le lire quand j'en aurai vraiment envie. On les appelle le peuple des étoiles. Ils sont les derniers descendants des Incas. Pendant près de 500 ans, la communauté des Queros est restée exempte de tout contact espagnol et occidental. Aujourd'hui, ils ont décidé de partager la prophétie sacrée de la Pachacuti qui annonce un grand changement au cours duquel le monde sera remis à l'endroit et tous les peuples réunis dans l'amour. Voilà, je pense que c'est un livre qui va beaucoup me plaire, mais à lire au moment voulu. Voilà. Et ensuite, j'ai un autre colis. Je ne sais pas ce que c'est. Ah! Alors, c'est un oracle. De nouveau les Duc-Ezo. Et c'est un oracle qui est fait par une des gardiennes, le Duc-Ezo, qui est donc avec moi cette année. Et j'ai vu que pas mal de gardiennes l'avaient reçu. J'avais hâte de le recevoir. Les secrets de ton avenir. Donc de Lorraine Fantino et Cindy Blanchot. Découvre la magie de la divination et apprends à prédire ton futur grâce à cet oracle qui répondra à toutes tes questions. Avec ses messages inspirants, l'oracle des secrets de ton avenir allie prédictions et conseils. Il permet une guidance complète, rapide et intuitive dans tous les domaines de la vie sentimentale, familiale, financier, professionnel. Ton avenir n'aura plus de secrets pour toi. Trop belle. Alors c'est des cartes avec des petits messages dessus. Ça change un peu. Vous voyez par exemple la première carte, c'est marqué « Prends du recul sur la situation » et en bas c'est marqué « Mars ». Donc je pense, voilà, je prendrai ça en main et je vous en reparlerai. Par exemple une autre, « La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau ». Ça c'est marqué l'année prochaine. Ce n'est pas le moment pour les finances, sois vigilant cette semaine. Donc voilà, écoutez, c'est des messages plutôt clairs du coup. Donc à exploiter avec le petit guide. Voilà, on a l'interprétation à chaque fois avec la petite carte, l'interprétation. Ça m'a l'air plutôt clair tout ça. Il a l'air très joli. Enfin, il est très joli et il m'a l'air plutôt clair. Voilà, un grand merci le Duc-Ezo pour l'envoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est mercredi et je vous reprends parce que j'ai un petit peu craqué ce week-end et je me suis fait un petit plaisir, je vous montre ça tout de suite. Tu sais ce que c'est, Owen? Non. Owen, il est impatient de savoir ce que je me suis commandé. Tu sais c'est quoi? Oui, c'est un Lego. C'est un Lego. Le carton, il est énorme. C'est un énorme Lego si c'est un énorme carton. Ah, t'es curieux, hein? Ah, il est trop beau. C'est quoi? Tadam! C'est un Lego vilain. Ça, c'est la Belle au bois dormant. Là, on a la Belle et la Bête, Aladdin. La cassette, je crois que c'est Ursula. On va mettre de côté.
Il est beau? Ouais, je pourrais t'aider. Bien sûr, tu pourras m'aider. On le fera tous les deux? Oui. Il est gros, hein. C'est un grand Lego celui-là. Maman, moi j'aimerais bien t'aider pour la pomme. Pour faire la pomme? Oui. Ok. Bon, on regardera ça ensemble. Et aussi le livre là. Le livre de La Belle au Bois dormant? Attends, de l'autre côté. Yes. Et aussi ça, un peu. T'as vu, ça c'est la carte de la Reine de Cœur. Je trouve qu'il est super beau. Je suis trop contente. On peut le faire. Maintenant? On peut le commencer un peu ce matin, ouais, si tu veux. Ok. Comme ça. Ok, attends, je vais faire. Pourtant, c'est dans ces pièces-là. Oui, forcément, oui. On devrait le trouver. À moi, tu vas le mettre où, ce Lego? Je vais le mettre dans ma bibliothèque. Mais tu crois pas que ça prendra un peu trop de place? Non. Je vous reprends, on est jeudi, ça y est, je suis perdue. Je vous reprends pour vous parler lecture, mais avant je vous montre les petits Lego qu'on a fait hier. Celui-ci, je l'ai fait avec Owen, je le trouve trop joli. On a fait, bon, la petite carte qui nous a pris 10 secondes top chrono. Et la pomme c'est moi qui l'ai faite. Et dedans on met la méchante. Voilà, je le trouve trop mignon, j'aime trop. Enfin voilà, hier on a fait ça hier matin avec Owen, pendant que Nono dormait encore, parce que Nono était un gros dormeur. Mais je vous reprenais surtout pour vous parler de lecture. J'ai une coupe de cheveux, c'est quelque chose, hein. J'ai donc terminé hier, avant-hier, Gala et moi de Mylène Desclos. Et donc dans ce roman-là, on va suivre deux personnes, Andrea, la maman, et sa fille Gala. Andrea, c'est une business woman qui gère son entreprise d'une main de maître, qui excelle, on va dire, dans son travail, qui a son entreprise, etc. Mais à côté de ça, elle a sa fille Gala qui a 17 ans, je crois, ou 16 ans. Oh, ça va faire des bruits. Attendez, je vais me mettre ailleurs parce que j'ai ma machine à laver qui tourne et ça va être gênant. Je vous emmène ailleurs. J'ai changé un petit peu mes bibliothèques. Je vous montre vite fait. Je me suis refait des étagères. Attendez, je vais poser ça, je vous montre. J'ai juste changé ici. J'avais une étagère science-fiction, Disney, tout ça. Et en fait, j'ai bougé. J'ai refait une étagère juste Disney. C'est là que je mettrai mon petit Lego. Et puis du coup, j'ai redécalé d'un rang les thrillers polars. Et je me suis fait une petite étagère Harry Potter au cas où je craque mon slip et je m'achète le Lego Edwige. Celui sur les livres qui coûte 300 €. Donc du coup, on recommence. N'importe quoi ce vlog. N'hésitez pas pour des vlogs de qualité. Ne restez pas si vous cherchez des vlogs de qualité. Je disais donc que Gala, c'est une adolescente qui est qu'elle n'arrive plus à gérer en fait. Gala, elle commence à faire pas mal de bêtises, elle provoque pas mal sa mère, elle fait un peu n'importe quoi et elle perd totalement le contrôle. Elle n'arrive pas en fait à gérer sa fille. La jeune fille, elle a été exclue de pas mal d'écoles. À chaque fois, elle galère à lui retrouver une école, etc. Et donc voilà, c'est ça l'histoire. C'est l'histoire d'une mère qui est complètement dépassée par sa fille. Et j'ai trouvé que c'était un très bon roman. J'ai pas eu un coup de cœur, mais on est sur un 5 étoiles parce que j'ai adoré la façon dont c'est écrit. C'est un peu brut de enfin, c'est un peu brut, je sais pas trop comment vous dire, mais j'ai trouvé que c'était super bien écrit. Ça tombe pas dans le cliché ni dans le pathos. Ouais, en fait, vous assistez à la vie d'une mère qui est complètement désespérée et qui est prête à absolument tout sacrifier pour sa fille. Et il y a toi, lecteur, qui vois ça de ton regard extérieur et tu te dis, mais cette gamine, elle est insupportable. Elle a une mère qui sacrifierait tout pour elle, qui essaye de... qui pardonne ses conneries improbables et elle est très touchante, en fait, Andrea, cette maman. Gala, elle m'a énervée, forcément. C'est une gamine qui n'a pas toujours eu tous ses repères et qui aujourd'hui est complètement paumée. Il se passe des drames dans ce roman-là et je sais pas, j'ai trouvé ça super beau, super bien écrit. C'est vraiment une très belle histoire sur la relation entre une mère et sa fille et sur une femme qui est complètement
dépassée par la situation. Je m'attendais à, je sais pas, avec cette couverture, je m'attendais à un truc plus festif, plus estival, plus léger. Et c'est pas forcément toujours léger ce roman-là. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant on a les tracteurs puisque c'est la moisson. Ouais, si vous cherchez une histoire, ça se lit très vite, hein, c'est très court, ça fait 200, même pas 300 pages. Et ouais, si vous cherchez une histoire qui parle de parentalité, je l'ai trouvé chouette. J'ai trouvé que Andrea, c'était vraiment une maman géniale. Et je lui tire mon chapeau parce qu'en fait, il y a plein de parents qui abandonneraient, je pense, la situation, le cas, qui se laisserait dépasser en fait. Mais elle se laisse pas dépasser. Elle est dépassée, mais elle essaye toujours de s'accrocher. Et j'ai trouvé vraiment que c'était une chouette histoire. Gala et moi de Mylène Desclos, qui est donc paru il y a très peu de temps aux éditions Lattès. J'ai refait mes ongles hier. Ils sont trop beaux. Et sinon, j'ai fait 2 petites réceptions que je vais ouvrir avec vous. La première, c'est une réception pour les garçons. Et ça me vient donc des éditions Milan. J'ai d'abord Mon jardin extraordinaire. C'est un livre plein de couleurs. Dans mon jardin, il y a des animaux, des arbres, des fleurs, des fruits. Parfois le soleil est éclatant, parfois l'orage fait rage. Depuis mon jardin, je vois les étoiles et les planètes. Mais mon jardin est abîmé. Comment faire pour le protéger? Une promenade écologique à travers un jardin extraordinaire, la Terre. Voilà. Je suis très sensible au sujet de l'écologie et j'essaye évidemment de sensibiliser les garçons. Je trouve les images, elles sont pleines de peps, pleines de couleurs. J'ai hâte de le lire avec eux. Trop belle. Regardez cette illustration. Trop belle. Donc voilà pour le premier, c'est de Fernando Nuno et de Bruno Nunes. Et ensuite, un classique à la maison qu'on adore, Nino Dino. Nino Dino, quand vous devez le lire, je vous jure que c'est pas facile parce que Nino Dino, on le dit beaucoup et que souvent la langue fourche. Nino Dino, c'est un petit dinosaure qui veut jamais rien faire. On a déjà à la maison Nino Dino qui veut pas prêter ses jouets à son petit frère et c'est un chouette album jeunesse. Et là, on va avoir Nino Dino, un bain pour quoi faire. Il sera fort utile à la maison, celui-ci. Un grand merci aux éditions Milan pour l'envoi. Et ensuite, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait longtemps que l'autrice m'en a parlé, donc je ne savais pas quand est-ce que j'allais le recevoir. Et il s'agit du nouveau roman de Coralie Collier, de Si beaux horizons, qui paraît donc ici aux éditions City. J'ai lu en tout début d'année Les 12 travaux mythiquement merveilleux, je crois que c'était le titre de Perny. Oui, je crois que c'est ça. Attendez, c'est exactement ça. Les 12 travaux mythiquement merveilleux de Perny, qui est un livre de développement personnel, mais que j'ai trouvé vraiment sympathique. Et là, bon, écoutez, c'est son nouveau roman de Si beaux horizons qui paraît chez City. Je sais pas quand est-ce qu'il paraît. Sur la banquette d'un taxi, Alice trouve un téléphone portable. Elle le glisse dans son sac puis l'oublie. Quelques mois plus tard, lorsqu'elle retombe sur l'appareil, elle décide d'aller enfin le rapporter à son propriétaire. La jeune femme se rend sur l'île de Noirmoutier. C'est dans une petite maison aux volets prunes balayées par les vents marins qu'elle se retrouve face à Yvette. Le téléphone appartenait à Célia, sa petite fille récemment décédée. La vieille dame, très perturbée par ce deuil, prend Alice pour sa chère Célia. Émue, la jeune femme joue le jeu et s'installe chez cette mamie qui lui rappelle sa propre grand-mère disparue peu de temps auparavant. C'est dans la douleur de leurs pertes respectives qu'Alice et Yvette voient leur destin se mêler. Pour chacune, c'est le moment de se souvenir pour mieux se reconstruire et revivre enfin. Je ne savais même pas de quoi il parlait ce roman-là, ça m'a l'air d'être une très belle histoire. Il fait environ 430 pages. La couverture, elle est trop jolie. On va lire ça très vite. Un grand merci Coralie Collier pour l'envoi de ce roman. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Demain, je ne vous reprendrai pas parce que demain, c'est la kermesse de mes enfants. Et ça va être très compliqué la journée. Hein. Du matin au soir, je vais faire ça. Donc voilà, demain, c'est une journée off, boulot, YouTube, tout. Et c'est kermesse. Voilà, je vous jure que c'est très compliqué d'organiser une kermesse. Aider les mamans qui organisent les kermesses en étant bénévole au maximum, c'est cool. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est mardi et je vous reprends pour venir clôturer ce vlog parce qu'on est mardi. Et que la dernière fois que je vous ai pris, on était jeudi et que je n'ai eu... Alors là, des fois t'as pas le temps, des fois t'as la flemme, des fois tu prends pas le temps. Là j'ai pas eu le temps du tout de revenir vlogger.
Et j'ai des choses à vous dire, plein de choses à vous dire, mais je sais pas quand j'aurai le temps de venir vous le dire. Donc, je vais clôturer ce vlog ici, juste en vous disant que je n'ai absolument pas lu du week-end. J'ai juste terminé le tome 5 de La Villa aux Étoffes. Je vais juste vous dire que, comme d'habitude, dans la continuité, j'aime énormément cette saga. Et là, dans ce tome 5, on est en Allemagne et on approche très très fort la Seconde Guerre mondiale. On sent l'antisémitisme, monter puissance 1000, et que certains membres de cette famille Melzer, cette grande famille d'industriels allemandes, à certains de ces membres qui sont issus de mariages juifs, et que du coup ça commence un petit peu à... Voilà, il y a une atmosphère très particulière qui s'installe dans ce tome 5 et que j'ai énormément aimé. Que c'est dans la continuité en fait. Je trouve vraiment que c'est une saga qui sait se renouveler sur chaque tome, et comme d'habitude, si vous n'avez pas commencé La Villa aux Étoffes, je vous invite vraiment à vous lancer dans cette saga que j'aime beaucoup. Et voilà, la lecture du tome 6 c'est sur juillet et j'aurai terminé cette saga. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre très rapidement? J'ai attaqué hier, très brièvement, Les Jours Brûlants de Laurence Perrin. C'était pas du tout prévu dans ma palle du mois, mais tout ça je vous en parlerai dans le vlog d'après. Sur ce, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à prendre le temps de liker, de me laisser un petit commentaire ou de partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends très très vite pour un nouveau vlog. J'espère que j'aurai plus de temps. Il faut dire que la semaine dernière, kermesse, installation, désinstallation, j'ai fait la brocante dimanche. C'est-à-dire que je me suis levée à 5 h du matin. Et hier, c'était la sortie scolaire avec mes enfants. Donc voilà, je n'ai eu le temps d'absolument rien. Ma maison est sans dessus. Dessous, enfin, c'est le bazar. Donc voilà, je vous reprends très très vite dans un vlog qui sera un petit peu moins brouillon et décousu que celui-ci, je le reconnais. Mais bon, c'est tout à mon image. Décousu et brouillon, et ça me va très bien. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye!